de protection sociale de Rome. On lance l'agence, on lance aujourd'hui le groupe par FAO, l'utile de l'initiative évaluation interagence de la protection sociale. On a aussi d'autres participants avec nous. On a l'interprétation simultanée de ces webinaires. Vous pouvez choisir anglais, français ou espagnol comme la langue. Faites un clic sur le globe en bas de l'écran. Et puis, on va faire l'introduction, les remarques d'ouverture. Et puis, je vais laisser passer le mot à mon collègue pour le reste du webinaire. Il y en a déjà 18 mois. On a célébré, mais bien, on est toujours au sein de pandémique. Et puis, on voit un progrès. Mais on voit que bien l'inégalité entre les pays est toujours. On voit que bien l'insécurité alimentaire est en croissance. Mais même avant le Covid, le monde n'était déjà tout à fait bien parce qu'il y en avait la malnutrition et les problèmes alimentaires partout dans le monde. De 2014, c'était augmenté et puis l'année passée, c'était augmenté beaucoup plus jusqu'à 2,27 milliards de gens qui ont des problèmes d'avoir l'alimentation. Beaucoup de gens, ils ont l'insécurité alimentaire, avec les femmes qui souffrent beaucoup plus que les hommes. Aussi, l'augmentation de 2020, la même chose, on a vu la croissance jusqu'à 68 millions de plus. Beaucoup de gens, elles ne peuvent pas avoir les diètes saines, et, mais euh, euh, au moment, il y en a des problèmes avec la malnutrition des mères allaitantes, les anémies pour les femmes, des adultes, pour les femmes qui peuvent donner naissance à des bébés. Ça devient de pire pendant les temps de Covid. Parce que avec le Covid, on a vu les contractions économiques, les problèmes systémiques qui sont résultés peuvent résulter en 93 millions de plus des enfants qui ne seront pas nés et beaucoup plus des enfants qui auront le problème d'alimentation. Comment c'est les mitigations des programmes de Covid-18, les programmes comme vouchers, les distributions de bouffe et d'autres ont essayé de faire ce qu'on pourra. Les pays ils font attention aux groupes sous-servis avec les règles éligibles, avec les règles des procédures qui sont associées avec réception des bénéfices. Protection, ça veut dire que bien, quand on va venir à reconstruire l'économie, alors quand on vient de faire reconstruction dans l'espace, les pays doivent essayer de trouver beaucoup plus de possibilités de faire plus avec moins de possibilités pour s'assurer qu'elles vont obtenir la possibilité de faire la lutte à la malnutrition. C'est aussi important de reconnaître qu'à part de Covid-19, il y en a autres choses, bon, sauf la pandémie, jusqu'à 2016. Plus que 4 fois, l'obésité s'est augmentée 3 fois pour les adultes et plus de 8 fois pour les enfants et les adolescents. Programmes de protection sociale, normalement, elles ne sont pas là pour adresser la malnutrition pour les populations dans les pays de revenus hauts, moyens et bas. Par exemple, en Brésil, l'obésité, c'était déjà prévalent car il y en avait des malnutritions pour les personnes de bénéfice des programmes sociaux. Mais il faut faire les stratégies, priorisation et c'était un problème de faire la lutte de malnutrition. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens très intéressants du gouvernement international et on va avoir les discussions stimulantes, j'espère. Premièrement, Veronica Boxer, l'introduction initiale, et puis Ahmed Raza,
euh, qui va nous donner le survol des instruments, puis Maya Kaichi, qui va nous mener à la table pour les représentants des partenaires et les agences de partenaires. Puis on aura la session de questions et envoyez vos questions aux panélistes. Il y en a un bouton en bas de l'écran pour cela. Sans faire de plus, laissez-moi d'inviter Véronica premièrement et puis Ahmed. Merci. Merci. Ah, très bien. Merci Alejandro. Oui, je suis Véronica, spécialiste de ILO et aussi bien auprès du secrétariat de responsabilité. Alors, ISPA, ça veut dire quoi? ISPA, ce sont les instruments de l'initiative de l'évaluation interagences de la protection sociale. Ah, je pensais que c'était la même présentation. Recommençons. Alors, les outils l'ISPA, ils sont là pour supporter le gouvernement, pour approuver les systèmes de protection sociale en y donnant en utile pour collaboration, pour joindre et faire la session de la situation. Suivant, s'il vous plaît. Dans beaucoup des pays, les bénéficiaires ont des défis de faire l'accessibilité à des systèmes de décision parce qu'il y en a des difficultés, parce que c'était les nécessités sous-financées qui n'étaient pas, qui n'ont pas assez de gens d'une manière suffisante et puis mal que coordination. Alors, l'idée de ces outils de l'ISPA, c'est d'avoir un système cohérent dans des niveaux différents. Il y en a des instruments au niveau des programmes, au niveau local, et beaucoup plus de détails de comment faire marcher le mécanisme. Puis, l'utile de malnutrition, c'est de voir comment on peut améliorer le système pour améliorer le problème de malnutrition. C'est au niveau des programmes. Et puis, l'analyse, donc l'analyse de quelle est la situation dans le pays, qu'est-ce qui se marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On peut avoir les options et donner les options au pays de faire les dessins pour améliorer les systèmes sociaux. Tous les outils, même s'ils adressent les éléments différents des systèmes de protection sociale, ils vont entreprendre les mêmes pas de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse du système existant, la performance avec des sets de critères qui sont basés sur les objectifs standards nationaux. Et puis, il identifie les difficultés, les défis et les options d'adresser les défis. Et tout cela, on le fait avec l'approche participative, ce qui est axé sur dialogue et coordination. La théorie du changement derrière cela, c'est si on a la bonne compréhension des situations, de ce qui se marche, que ce qui ne marche pas, alors seulement après cela, on peut faire la formulation des options politiques sur la base des données probantes, de voir les coûts, combien ça va coûter, bien, est-ce qu'on pourra financer cela, les espaces, et puis aller en avant avec l'implémentation. Tous les instruments, elles ont la même structure. Il y en a toujours les fondations des clés de conception de la matière, c'est-à-dire l'utile de malnutrition, de l'alimentation, les conceptions clés pour malnutrition et protection sociale. Il y en a le recueillement des données, cadre de collecte de données, en set de critères qui vous donnent la possibilité de faire les sommaires des résultats des données qui sont collectées, et puis les suggestions de faire le report du pays et les lignes directrices génériques générales de comment on peut mettre en vie l'implémentation de ces outils et la session. Comme je viens de dire, les nutritions et le manque de nutrition, un problème alimentaire, c'est seulement un des éléments. Ici, vous pouvez voir tous les outils qui sont là.
Il y en a 5 qui sont déjà publiés. Il y en a 5 qui sont en processus d'être, on y travaille et puis on va le publier jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui sont déjà plus foncés, alors ce sont ceux qui sont déjà finalisés. Alors, comment est-ce qu'on pourra utiliser l'implémentation de ces outils? L'importance clé, le premier pas, sûrement, c'est de la propriété. De faire l'analyse, de voir qui est dans le gouvernement intéressé et quelles sont les autres agences au sein du pays ou du gouvernement qui doivent faire part. Il faut avoir une bonne expertise autour de la table, sûrement, et pour avoir le processus participatif. C'est très vite dit pour voir un peu les outils. Et comme je viens de dire, l'idée clé, c'est qu'il faut avoir plus de collaboration entre agences, entre les partenaires gouvernementaux et aussi au niveau international, national, intersecteur, ministère du développement social, ministère de l'agriculture, ministère des finances, ministère du planification, tous eux, et puis aussi au niveau local du gouvernement, etc. Il faut les mettre tous ensemble pour jeter un coup d'œil de ce qui est là, de quelle est la meilleure possibilité de faire l'analyse de situations existantes et comment est-ce qu'on peut améliorer le problème de malnutrition et les problèmes alimentatifs avec les problèmes sociaux en conjoint. C'est la fin de présentation de cette part. Si vous aurez des questions, si vous êtes intéressé de faire l'implémentation de quelques de ces outils, alors bon, laissez-nous savoir. Avec cela, je vais passer le mot à Ahmed. Oui, merci Véronique. Oui, tous les instruments ESPA, on peut avoir le lien. Véronica va vous donner le lien. Maintenant, ça c'est fait. Et alors, vous pouvez toujours faire le contact avec l'ISPA, avec l'équipe de coordination, avec toutes les questions. Lexa, la présentation à suivre. Ce sera fait par Ahmed Raza, mon collègue. C'est l'agent de division de OPO, de nutrition, chargé de la nutrition des systèmes alimentaires, FAO. Merci. Oui, merci Alejandro. Vous pouvez voir l'écran, oui. Oui. Parfait. Merci. Alejandro, avant de commencer, je voudrais dire que c'est l'effort collaboratif entre toutes nos agences et avec les autres partenaires, IGIZ, ILO et les autres. Bon, c'était un effort de collectivité. Bon, je vais faire la présentation assez vite par de notre équipe pour établir ce qu'il y en a pour aller dans les discussions en avance. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'ISPA. Certains peuvent parcourir le document dont vous connaissez les progrès que nous avons connus. Alors, très rapidement, c'est de permettre au gouvernement de mieux comprendre comment est-ce que l'assistance sociale, la protection sociale et ces programmes peuvent permettre d'améliorer l'impact sur la sécurité alimentaire au niveau des pays. Donc, cette présentation va nous permettre à mieux comprendre cela. Alors, bien au-delà, il nous permet d'identifier, de comprendre les éléments de potentiel existants pour comprendre les problèmes de protection sociale et comment est-ce qu'ils peuvent être renforcés à tous les niveaux, au niveau des pays, au niveau individuel. Et tel qu'on l'a dit un peu plus tôt, cela peut permettre de soutenir le dialogue, les synergies autour de la question des programmes et des systèmes de protection sociale. Par exemple, les systèmes alimentaires, les systèmes de réponse. Ces outils vont également permettre de soutenir l'élaboration de politiques qui sont plus réactives et qui vont permettre de s'adapter à certains chocs. On a cette approche qui permet
d'identifier les besoins immédiats des populations et bien sûr, de mettre l'accent sur la résilience sur le long terme. Cet outil permet également de mettre l'accent sur les besoins des pays en permettant la coordination à travers le secteur et mettre l'accent sur comment est-ce que les approches de protection sociale peuvent mieux être coordonnées avec l'aide des secteurs pertinents. Les outils ISPA permettent également d'identifier les opportunités pour l'avenir. Comment est-ce que cela peut permettre de mieux développer certains secteurs? Comment est-ce que l'on peut également renforcer les capacités des parties prenantes? Cela vient dans un package de documents qui présente un résumé des preuves que nous avons retenues sur la question de la protection sociale et de la sécurité alimentaire et la nutrition. Cela permet également de travailler sur le plaidoyer et permet de s'assurer qu'au niveau des politiques, la nutrition et la protection sociale sont intégrées proprement. Tel que je l'ai dit un peu plus tôt, l'outil permet d'atteindre plusieurs objectifs. La première composante porte sur ce qui compte. Elle contient plusieurs concepts et principes qui portent sur l'outil ISPA, par exemple l'information sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle porte par exemple sur les définitions de la sécurité alimentaire à divers niveaux, les mécanismes qui peuvent permettre de trouver des solutions, l'accès à la nourriture. Elle porte également sur le cadre conceptuel de l'UNICEF et permet d'identifier les piliers en matière de nutrition et d'alimentation. Plus important encore, cela permet de faire voir les liens qui lient l'association, la protection sociale et la protection alimentaire, la sécurité alimentaire, pardon. Dans ce document également, nous avons un aspect sur la méthodologie de cette évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La première partie porte sur une évaluation, une analyse de la situation sécuritaire alimentaire, pardon. Comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? On essaie de comprendre comment est-ce que les programmes sont évalués, comment ils sont mis en œuvre à travers le monde. Cela permet vraiment d'identifier où est-ce que l'on a pu retirer ces informations. Par exemple, ces sources, comme vous pouvez le comprendre, au niveau les systèmes alimentaires, les rapports, comment est-ce que l'on peut les utiliser pour mieux comprendre où est-ce que se trouvent les personnes vulnérables en matière de sécurité alimentaire. La deuxième partie de la méthodologie concerne en fait ce que nous savons des programmes de l'assistance sociale. On essaie de comprendre comment est-ce que le programme est élaboré, comment est-ce qu'on l'a évalué. Nous avons également les objectifs et 7 domaines clés de l'évaluation. Et ces 7 domaines clés sont les objectifs et indicateurs du programme, l'inclusivité, l'adéquation, la réaction, la réactivité, la cohérence, la gouvernance, la durabilité, les droits et la dignité. Et les 2 derniers points de méthodologie dans ces domaines clés sont la collecte de cadres de collecte de données. Là que je l'ai dit un peu plus tôt, le package comprend les liens entre le rapport entre la protection sociale et les programmes de nutrition. Et il faudrait donc ressortir les différents secteurs qui sont touchés par la question. Au niveau de la FAO, on parle bien de l'agriculture et de la protection sociale, ainsi que de la nutrition. Et vous pouvez le voir à l'image, on voit bien les liens entre les programmes gouvernementaux de protection sociale, comment ils sont mis en œuvre, les conditions, les transferts, ainsi de suite. Et nous identifions justement les différentes phases, les processus, les zones d'intervention et l'interaction entre les différents domaines. Par exemple, les services de santé, la santé des enfants,
et le statut de nutrition. Cet outil est unique parce qu'il tient compte des besoins des professionnels et cela va permettre d'arriver à des résultats optimums. Il va justement servir pour ce domaine. Cela va aider à résoudre certains problèmes et à adresser certaines questions. Il fait également le lien entre la nutrition et de permettre de travailler au niveau individuel. Et cela permet également d'aider les foyers. La deuxième partie de l'outil, comme vous pouvez le voir sur le package qui est disponible en ligne, c'est le cadre de collection des données, de collecte des données. Cet outil nous offre justement l'information sur comment est-ce que le programme a pu collecter les données. Dans ce cadre, nous avons des questions qui ont été soulevées à travers les consultations au niveau des pays en travaillant avec diverses parties prenantes. Dans le cadre également de cette partie, nous avons recueilli beaucoup d'informations, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et dans le détail, nous avons mis l'accent sur certains domaines clés, quel type de questions on a posé, quels sont ces domaines clés pour l'évaluation, comment ces informations peuvent modifier la question, la compréhension de la question. Un petit exemple, nous avons l'abstract. Un exemple de collecte de données, comment est-ce que cela est reflété. En fait, cela explique simplement la raison d'être de l'implication de ces domaines clés dans l'évaluation. Il faudrait justement que ces éléments soient traduits dans les programmes de protection sociale et ces objectifs devaient être basés sur l'évaluation de la situation, sur la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons analysé la situation, les objectifs implicites et les indicateurs FSN. Nous avons l'analyse. On pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que ce processus a été mené et comment est-ce que cela peut informer le programme. Nous avons donc ces documents et quel était le niveau, quelles étaient les sources et bien évidemment l'objectif, quel était l'objectif du programme. Dans cette section également, nous avons posé des questions qui sont relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Et on s'est demandé s'il y avait des indicateurs pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Alors, les résultats de cette collecte de données constituent la troisième partie de notre document. Alors, premièrement, nous avons essayé de voir comment est-ce que les résultats de cette évaluation pourraient être classés selon 4 niveaux, là que je l'ai dit un peu plus tôt. Nous avons 4 classifications qui sont proposées par l'ISPA. Nous avons ces niveaux latent, émergents, modérés et avancés. Cela va donc dépendre des résultats de l'évaluation. On voit si c'est assez éloigné des bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Cela permettra de couvrir les aspects du programme. Je vais donc donner un exemple. Les résultats, par exemple, des domaines clés, l'inclusion, par exemple, nous avons des questions relatives aux vulnérabilités, aux populations vulnérables et aux défis. Cela couvre notamment les femmes, les enfants et d'autres domaines, d'autres personnes potentiellement vulnérables. Et si vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous pouvez voir comment est-ce que l'on peut
on voit quand la situation latente. On peut classifier cela. Cela veut dire que c'est assez éloigné de ce que nous voulons dans la bonne pratique. Alors, nous avons le contraire, les résultats qui montrent que la sécurité alimentaire, la situation de la sécurité alimentaire et la nutrition peut parfois être vulnérable en raison de certains défis. Nous devons également intégrer le suivi évaluation comme base pour viser une meilleure sécurité alimentaire. Nous avons ensuite en quatrième partie le rapport pays. Comme Véronica le disait d'abord un peu plus tôt, cet outil donne également un exemple de comment est-ce qu'un rapport pays pourrait être structuré et présenté. Bien sûr, ce ne sont que des propositions, elles peuvent être changées à n'importe quel moment, mais dans un rapport pays, il pourrait apparaître des éléments tels que les résultats principaux, la méthodologie, les forces et les faiblesses. Bref, des éléments d'évaluation. L'outil en lui-même a plus de détails par rapport à cette partie. Nous avons également les directives de mise en œuvre qui fournissent des informations sur la manière dont on doit conduire cette évaluation. Mais il faudrait noter ici que ces étapes ne sont juste des directives, elles ne sont pas prescriptives, elles peuvent être modifiées en fonction du contexte, des ressources et même des situations et des données qui sont disponibles au niveau du pays. Voici donc ma dernière diapositive. C'est le processus d'évaluation. Comment est-ce que l'évaluation peut être conduite? Et bien sûr, cela est disponible dans le paquet en ligne. Il est disponible en ligne. Alors, la première partie, ça permet de préparer l'évaluation. Elle comprend la structure du gouvernement qui sera impliqué dans cette évaluation, quels seront les membres de l'équipe, identifier les différentes parties prenantes, aussi bien les parties gouvernementales et non gouvernementales au niveau du processus. Et dans les zones clés. Deuxième partie, c'est la collection des données, c'est la section de l'information. Ici, ce que je viens de mentionner auparavant déjà, c'est l'analyse. L'analyse des situations de sécurité alimentaire, tous ces types de choses. Une fois qu'ils sont complétés, on va avoir les collections des données et puis on va le transférer dans quelque chose qui sera plus apte. Troisième aspect, c'est l'évaluation des performances. C'est là où classification du processus doit être complétée. Aussi bien, on aura des ateliers, l'atelier d'évaluation avec des parties prenantes pour voir si pour eux, ça fait du sens. Et derrière, c'est le rapport par pays. Ça doit être à la base pour les discussions au niveau des pays sur ce qui sont les parties fortes et parties mal du. Et puis, merci. Et c'est à Alejandro. Merci Ahmed pour cette présentation. Et juste pour dire encore une fois, c'était fait par Ahmed en collaboration avec des FAO, des divisions techniques et le plus important, avec un grand nombre de partenaires. Cela reflète la nature et l'esprit de comment ces outils doivent être appliqués au niveau du pays en collaboration et sous le leadership du gouvernement de ces pays. Puis en contenant les positions de tous les preneurs clés dans le pays. C'est utile, était posté. On vient de vous donner le link dans la boîte clavardage si quelqu'un sera intéressé de faire les consultations. C'est aussi disponible en français et en espagnol. Alors, vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil.
Et maintenant, on va donner la parole à Maya Kaji de LFAO. Maya, c'est à vous. Merci Alejandro. Merci pour la présentation, pour la planification, pour Ahmed. Merci pour tous les participants. Je vois beaucoup de noms de personnes que je connais dans la liste et beaucoup de partenaires, beaucoup de consultants qui ont déjà fait l'application de l'utile. Alors, vous pourriez toujours nous assister dans les sessions des questions et réponses. Je vous invite de mettre vos questions et les commentaires, aussi les bienvenus. Comme je viens de dire, je suis de FAO. Je travaille auprès du Centre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture, le bureau régional caribien. Je serai le modérateur des sessions de la table ronde. Je voudrais introduire les membres de la table ronde. Comme avec tous les outils qui existent, pour être approuvé, il faut avoir les projets pilotes. Le projet pilote, on a fait le projet pilote au Paraguay, en Cambodge et en Palestine. Alors, on va inviter les trois représentants de ces trois pays, Rebecca Chavez. C'est le chef du département des études et diffusion du ministère du Développement social du Paraguay. On a aussi Hassan Nashkar, c'est le directeur général de la planification et des politiques de la part du ministère de l'Agriculture de l'État de Palestine. On a aussi le représentant de Cambodge, Farid Selmi, spécialiste de la nutrition et de résilience de GIZ du Cambodge. Ils vont parler du point de vue des perspectives de leur pays et du point de vue des perspectives des projets pilotes. On a eu un très bon partenariat cambodgien avec GIZ. De la part des autres partenaires, on va parler avec Luke Hartman, conseiller principal en protection sociale, Save the Children, puis André Spray, consultant en nutrition de Banque mondiale. Ils étaient tous très actifs dans l'implémentation et développement de l'utile. Oui, déjà, on vient de savoir aussi que l'utile était déjà appliqué à Malawi aussi. Alors, on doit écouter des gens de Malawi. Et n'oubliez pas de poser les questions et je vais commencer la modération en posant quelques questions. La première question, c'était pour Rebecca Chavez. Qu'est-ce que vous voyez comme les contributions principales des nutrition et pour sécurité alimentaire comme l'utile à votre pays, Rebecca? Merci beaucoup, Merci Maya. beaucoup, Maya. Je suis content Et d'être pour là tous à ceux qui sont là, partir avec vous et les participants. Je voudrais commenter que l'équipe de développement de l'instrument ISPA, je voulais vous commenter que l'instrument a été utilisé en Paraguay pour analyser le programme avec les responsabilités. Dans la langue guarani, ce qui veut dire vouloir vivre. Ce que j'ai dit, c'est d'améliorer la qualité de la vie de la population. Et en Paraguay, ça fait 16 ans, autour de 660 000 familles dans la pauvreté. Ces familles viennent de la communauté indigène ou autochtone. C'est un programme qui est partagé avec un programme emblématique de Paraguay. C'est pour ces raisons que ça a été décidé que c'était une bonne idée, bonne façon d'étudier l'utile ISPA. L'application, l'implémentation faisait partie d'une analyse dans le centre du ministère de Développement social sur les potentiels pour améliorer les résultats sont liés à la nutrition. Avec cela aussi, nous avons pu
analyser les impacts dans le programme en termes de SAO. Parce qu'au début, nous avions un objectif pour les familles participantes, mais il n'y avait rien sur des précisions de la sécurité alimentaire que nous avions dans ce thème. Nous avions une vue plus ample sur ISPA. Nous voulions aussi visualiser un sous-système dans le système de sécurité alimentaire et nutrition, et cela génère certains inconvénients dans le thème au niveau national. Je voulais commenter aussi que le système national d'assistance sociale, c'est un thème aussi qui a été abordé ou adressé dans le système. Tout dernièrement, nous avons conçu un plan sur la pauvresse. Des éléments aussi ont été pris de cette analyse d'ISPA, de l'outil ISPA, et ils ont été pris dans le but de la protection. Et les choses qui sont assez relevantes, c'est la nutrition et l'accès ou la participation. Et avec un usage adéquat, ça fonctionne. Ça nous a donné la possibilité, à tous les niveaux de le ministère du Développement social, mais aussi au niveau national. La conception de ce programme, l'application, l'alimentation et les effets que ça produit, le programme, ça serait intéressant de les faire de façon plus macro, plus grand, pour traiter la pauvresse. Après, Maya peut partager des spécificités plus précises. Merci beaucoup. Merci, Rebecca. Oui, je reviens à Hassan de Palestine. Dites-nous quelles sont les contributions principales dans votre pays. Merci, Hassan. Merci, Maya. Merci. Premièrement, je vous remercie à vous et toute l'équipe pour cette opportunité de donner mon expérience. Est-ce que vous pourriez parler plus proche au micro? Oui, merci. Est-ce que c'est... Comment est-ce que ça c'est maintenant? Non. Pas beaucoup. Et maintenant? Un peu mieux, même si vous pourriez parler plus haut. OK, je vais parler plus haut. Premièrement, merci. Merci, Maya. Merci pour toute l'équipe, pour la possibilité de donner à nous, de donner notre expérience. Les questions. Je crois que vous connaissez cela, mais bien, vous connaissez bien l'audience. L'audience, je ne le connais pas. En ce qui concerne la Palestine, il y en avait toujours les problèmes, toujours, et les raisons, et ce que on a encore sous l'occupation qui contrôle l'accessibilité au pays et toutes les ressources et qui bloque tout cela sur le niveau des communautés, spécialement sur le Gaza Strip. Le parti Gaza, c'est un petit morceau du pays de Palestine qui est sous blocade pour 40 ans déjà. Dans ce contexte-là, on a maintenant plus qu'un tiers de la population qui vit sous l'insécurité alimentaire. 60% sont dans les régions de Gaza. Plus de 30% de population là sont ou les réfugiés ou les descendants des réfugiés.
En ce qui concerne la sécurité alimentaire, il y en a toujours un risque. On vient de faire l'incorporation avec les FAO pour faire la session des politiques du gouvernement et les programmes qui sont donnés par les donateurs, qui sont adoptés pour la protection sociale et pour d'autres programmes pour améliorer la sécurité alimentaire. C'est pour sécurité alimentaire, pour le programme de sécurité sociale, qui sont faits d'une manière directe et non directe. Pour la plupart, elles sont là pour protection sociale et pour, disons, réduction de pauvreté. En Palestine, on vient de faire l'application de trois programmes principaux. Premier, c'est l'assistance alimentaire, le programme de transfert de l'argent comptant pour le programme pour les familles qui ont des problèmes. L'objectif, c'est qu'on essayait de trouver le meilleur mode d'adresser l'amélioration de sécurité alimentaire au sein du programme social. Les résultats, les bénéfices qu'on a eus, au moins au niveau gouvernemental, c'était que on vient de trouver que les programmes de protection sociale, ils ont prévenu une grande détérioration de l'insécurité alimentaire, dirais-je, pour certains parts. Mais, vous savez, on n'a pas pu réduire l'insécurité alimentaire en tout. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas le revenu adéquat pour les maisons, pour les ménages, mais le programme de donner le pouvoir économique pour les communautés ou pour les ménages, celle-là, cela a eu porté des meilleurs résultats pour améliorer la résilience des personnes qui ont des problèmes avec sécurité alimentaire. Comme vous savez, cela a assisté aussi le gouvernement avec la coopération qui a été faite avec entre les agences différentes, les structures gouvernementales, l'interagentiel, le ministère de l'assistance sociale, du développement social, de l'agriculture, aussi bien que le ministère de Santé. Tout cela nous a donné l'idée de comment on peut travailler ensemble, comment on peut maintenant s'occuper de Nexus. On va vers le Nexus de plus, pas de protection sociale, mais le développement social, comment dirais-je, avec tous les aspects au contexte du gouvernement. Thank you. Merci Hassan. Pour ceux qui ont fait le volume plus haut, alors Hassan, pardon pour le problème avec le micro. Merci Hassan. Désolée de n'avoir pas pu régler le volume, mais j'ai pu le saisir clairement. Nous allons maintenant passer la parole à Tita au Cambodge, qui a également aidé à piloter ce travail. Alors, nous sommes dans un contexte nouveau dans lequel les pays ont besoin de répondre et de se réadapter après la crise de Covid. Et dans quelques jours également, nous aurons le sommet des Nations Unies pour l'alimentation. Alors, l'objectif sera également d'avoir des données de la FAO sur les situations, sur la famine et la sécurité alimentaire dans le monde en raison de la COVID. Alors, dans ce contexte, quelle proposition pourrez-vous faire au pays par rapport à cet élément, cet outil, en tenant compte de l'expérience du Cambodge? Merci infiniment. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter l'équipe d'experts de la FAO pour cette réunion après ce long processus, après même son lancement, notamment au moment où le monde a vu la publication de notre outil sur la protection sociale. Je pense que le temps est plus qu'opportun pour cet échange. Merci encore pour avoir organisé cette réunion. Alors, en ce qui concerne le système alimentaire, vous l'avez dit, la protection sociale joue un grand rôle
dans la FSN, mais je pense qu'il est important de comprendre que lors de la crise, il est parfois très difficile d'avoir une vue d'ensemble générale des processus et des parties prenantes. Alors, on ne peut que se baser sur les choses qui sont déjà en place pour agir rapidement, pour le dire si simplement. Les pays essayent peu à peu de se relever de la crise, du moins les stades d'urgence. Alors, le meilleur moment, c'est de s'arrêter et de se dire pour modifier justement le système qui puisse s'adapter. Nous le savons tous, après la crise, avant la crise, c'était qu'une question de temps. Et c'est le temps en fait de s'améliorer et pour être prêt à la prochaine étape. Alors, sur cette base, ma recommandation sera en effet que l'on ait une équipe multisecteur qui sera en mesure d'avoir plusieurs parties prenantes, question de s'approprier et d'appliquer les 4 piliers et d'aller vers cette convergence-là, améliorer l'accès à la nutrition, par exemple, c'est l'un des piliers. La question était ici, comment y parvenir? Comment impliquer également la diversité et comment également passer à la diversification des moyens de subsistance, améliorer la disponibilité des aliments. Il sera également question de réduire certaines contraintes critiques. Je pense qu'au niveau du Cambodge, vu que les systèmes étaient déjà mis en place, nous avons également eu à travailler sur la résilience et la durabilité. Il y avait déjà un registre qui pouvait avoir des rapports. Non, c'est déjà très bien à un moment donné. Et nous avons été en mesure d'utiliser cela pour faire en sorte que les gens ne n'aillent pas en deçà de la ligne de pauvreté, du seuil de pauvreté. Et donc, il faudrait déjà nous assurer que les systèmes soient en place et on peut les adapter à la situation de crise de la COVID, dans le but justement de protéger ces personnes vulnérables. Donc, c'est là ma recommandation principale. Il faudrait prendre le temps et d'engager ce processus multisecteur et faire le possible pour améliorer le système. Ne pas oublier ce dernier pilier, améliorer le plaidoyer en matière de nutrition. Et on devrait le faire dès maintenant, promouvoir la sécurité alimentaire, réduire ces justement éléments de vulnérabilité. En gros, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci infiniment, Farid. À présent, je passe la parole à Luc de Save the Children, qui est un partenaire dans l'élaboration de cet outil. Alors, Luc, d'après vous, quelle serait la principale contribution d'un expert en nutrition tel que vous, du travail de votre agence, avec à l'appui des exemples au niveau international? Merci infiniment, Maya. En tant que conseiller nutritionniste d'alimentation, l'accent a été sur comment est-ce qu'on peut utiliser la protection sociale pour améliorer les résultats en matière d'alimentation, notamment pour les enfants. Et j'ai été privilégiée d'être membre de la formulation de l'élaboration de cet outil. Et avant d'expliquer certaines contributions majeures, je voudrais présenter le contexte dans lequel Save the Children a aidé dans les mesures de protection sociale pour aider dans la question des enfants. Comme nous le disons, nous avons été en mesure d'élaborer des programmes en matière de sécurité maternelle et infantile pour réduire l'insécurité alimentaire au Nigeria, au Cambodge et ailleurs. En ce qui concerne la contribution pour de Save the Children, je voudrais en aborder 2. Premièrement, en fait, cet outil nous permet va nous permettre de développer, d'élaborer des cours sur la nutrition. Nous avons déjà eu à développer un ensemble de contenus sur la question. Et on va faire en sorte que les professionnels comprennent les meilleures pratiques sur la question. Alors, cet outil va servir de référence et on va continuer de le recommander pour le renforcement des capacités. Et c'est un outil à l'usage des experts. Et il est vraiment global
Il couvre un grand un grand ensemble de questions, notamment l'inclusivité, l'adéquation, la durabilité, les droits et la dignité, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil pratique et il faudrait qu'il soit vraiment utilisé par les professionnels. Et ainsi, parce qu'il couvre un ensemble d'éléments qui sont importants pour le domaine. Alors, le deuxième exemple que je devrais donner ici, de façon très pratique, comment est-ce que cet outil pourra être utile? Alors, cela va nous permettre de soutenir les gouvernements dans leur action afin de mieux comprendre pourquoi la protection sociale aura un impact sur la nutrition, mais nous pouvons aider l'utiliser comme un outil pour les consultants dans les commissions. On peut l'utiliser pour la conception des cadres, pour évaluer les questions, pour informer les méthodologies. Et on l'a fait par le passé pour évaluer la sensibilité des systèmes de protection sociale au Malawi, au Niger, à l'Ouganda et au Malawi. Mais je crois qu'on peut également utiliser ce système, cet outil, dans ces cas où on peut informer les gouvernements sur leur action potentielle pour améliorer les résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Et effectivement, cela permet de soulever certaines questions que nous pouvons transmettre au gouvernement. Avec ces deux exemples, je pense que nous pouvons véritablement utiliser cet outil. Merci. Merci, Loup. Nous comprenons que les enfants sont un groupe vulnérable, particulièrement touché par l'insécurité alimentaire et devaient être mis en priorité dans cette question. Merci. Alors, Andrea de la Banque mondiale. Andrea, c'est un partenaire majeur avec l'OIT dans le processus d'élaboration de cet outil. Alors, ma question pourrait être la suivante. Alors, quelle est l'importance de cet outil dans la réponse à la COVID, notamment pour le sommet sur les systèmes alimentaires? Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de répondre. Et félicitations encore à tout le monde pour cet outil qui a été élaboré. Je vais commencer par dire que la COVID a eu à créer des situations sans précédent et cela a révélé des faiblesses à long terme en ce qui concerne les pays, notamment les pays à revenus intermédiaires. Il faudrait que les pays agissent rapidement. Il faudrait qu'on pense même aux modèles qui vont permettre de soulever la situation en temps normal. Et ainsi que maintenant, donc, plus que jamais, il est important de faire en sorte que les interventions en matière de sécurité et protection sociale soient primordiales. Nous travaillons sur cet outil depuis un nombre d'années. Nous en parlons depuis un moment, mais là, on voit un peu comment est-ce que les personnes travaillent dessus. C'est un secteur qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Il faudrait que la protection sociale soit une priorité pour plusieurs. Alors, l'outil ISPA sera utilisé par plusieurs organisations, par plusieurs agences. Il est basé sur les preuves, c'est une ressource pratique. Il sera utile pour les gouvernements, pour les parties prenantes, pour plusieurs personnes. Disons que c'est important également dans le cadre de la COVID parce qu'il est important d'avoir des systèmes alimentaires forts et résilients, des systèmes qui vous permettent également d'être en place avant même qu'une crise ne survienne. Nous avons eu les confinements qui ont été adoptés en Ouganda, par exemple. Les personnes n'étaient plus en mesure de gagner du pain et bien sûr, cela a fragilisé le système alimentaire. Nous avons l'action sur les mouvements de déplacement. Il faudrait savoir que au début de la crise de COVID, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des confinements et cela a eu un impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous avons eu l'impact sur l'allaitement maternel. Il y a eu beaucoup d'implications pour l'allaitement maternel et des femmes ont eu besoin de conseils dans ce sens. Alors, je pense que en tant que nutritionniste,
il faudrait que l'on tire beaucoup de cette expérience. Il ne s'agit pas seulement de rapidement partager cela, mais il faudrait lire entre les lignes et nous assurer que les interventions de protection sociale vont permettre de résoudre ces problèmes dans la réalité et qui va permettre de résoudre également les problèmes existants, de créer des plateformes qui vont permettre de résoudre ces différents problèmes. Merci. Merci, Andrea. Je vous invite à continuer à poster vos questions dans la fenêtre des questions et des réponses parce qu'il sera plus facile pour nous de voir des questions. Mais je vois également des questions qui sont posées dans la fenêtre des discussions. Tandis que les autres questions sont posées, je vais sélectionner certaines d'entre elles. Mais n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans la fenêtre des questions et réponses et non dans la fenêtre des discussions. Nous avons vu comment nous avons le représentant du gouvernement de la Palestine. Alors, pouvez-vous rapidement, très rapidement, après la mise en œuvre de 2 à 3 ans, je pense que vous avez déjà mis en œuvre l'outil. Alors, après la mise en œuvre de l'outil, quelles sont les principales recommandations que vous pouvez faire dans ce processus de politique et de programme suite à l'application de cet outil qui est à long terme? Alors, d'après vous, quelles sont ces recommandations majeures que vous pouvez faire? Merci. Oui, Maya. Je pourrais souligner deux choses à la conception et l'autre par rapport à la capacité. Par la conception, la question sur la sécurité alimentaire, c'est aussi un programme qui aborde la pauvreté et on ne peut pas laisser ça à côté. Nous avons subi dans le programme parce que une des questions que nous nous sommes rendus compte qui existait, par exemple, de potentialiser les aliments, les communautés dans le programme, c'est aussi, ça faisait sur l'hygiène, sur la conservation des aliments, à les familles qui participaient, mais tout ça n'était pas dans la conception du programme ni la planification du programme. Donc, ces recommandations sont ce qui apparaît dans le plan d'amélioration. Et aujourd'hui, oui, il y a bien ça dans le programme. Les indicateurs et des moyens concrets d'aborder ces thèmes. Une autre recommandation, ça serait l'amélioration dans les interventions pour la nécessité de donner la capacité aux collaborateurs dans le programme. Ils ont à peu près 800 guides, on les appelle les guides de famille, et qui font l'accompagnement aux familles. Et donc, eux, ils comptent avec des modules de formation qui sont mis en œuvre dans lesquels là, il y a des thèmes sur la nutrition et les aliments qui sont abordés. Apparemment, au contenu de la formation, c'est la forme dans laquelle ils vont aborder ces thèmes avec les familles. Ce sont des deux thèmes centraux que il me semble sont importants de partager avec vous. Merci, Maya. Merci beaucoup, Rebecca. Hassan, la même question. À l'implémentation, qu'est-ce que vous voyez comme les facteurs à longue durée après l'implémentation? Eh bien, merci. Merci, Maya. Encore une fois, vous savez, la meilleure chose qui est venue, disons, des projets pilotes, au moins pour notre contexte en Palestine, c'est que nous avons su de comment agir ensemble, finalement. Maintenant, vous êtes familier avec ça, Maya. Maintenant, on a la politique intersectorielle pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
quand on a une politique intersectorielle qui est inclue pour les protections sociales et pour sécurité alimentaire, tous les deux. Alors, on parle de production avec la protection pour la sauvegarde de sécurité alimentaire. C'est la meilleure chose qu'on a eue. Une plateforme unique pour être utilisée par des parties prenantes de l'institution gouvernementale différents. C'est du point de vue de planification. Aussi, du point de vue de l'implémentation. Maintenant, disons, ne parlant pas de programmes d'urgence et de crise. Le gouvernement de Palestine a fait le point focal sur l'intervention sur les programmes plus durables pour développer les capacités, pour augmenter la résilience des points de vulnérabilité. Ce sont les programmes qui vont affecter le revenu des ménages, ce qui toujours fait l'affectation de sécurité alimentaire, comme les autres aspects, vous savez. Et sûrement, je parle des zones rurales où on a la plupart, comment dirais-je, les activités de donner le pouvoir qui sont en relation de l'agriculture, la production agricole et la production alimentaire. Excellent, Hassan. Merci. Très important. Cette leçon est très importante de comment savoir de travailler ensemble. C'est un grand message pour nous. Oui, maintenant, on vient de finir notre table ronde. On a encore des questions dans la boîte de questions et dans la boîte de clavardage aussi. Alors, je vais commencer avec celle-là que Mathé a posée. Très important pour nous. Une fois les autres pays ont fait l'implémentation de l'utile, Patrick de Malawi, qui, disons, est chef de file là, a fait l'observation. Le testing, c'est un peu long. Comment est-ce qu'on pourra s'assurer qu'on ne perd pas trop de temps et pour s'assurer qu'on aura des questions de base couvertes? Alors, c'est la première question. Je voudrais poser la question, si quelqu'un voudra répondre à cette question sur le processus de l'implémentation, peut-être du point de vue des pays qui l'ont déjà fait. Comment est-ce que vous avez agi en faisant face à des, disons, des complexités et le volume du processus? Quelles seront les recommandations à donner aux autres pays de ce point de vue? Luc, merci. Oui, sûrement. Je voudrais donner quelques idées sur cela, comme je viens de mentionner. On a travaillé avec quelqu'un qui vient de faire l'implémentation de l'utile à Malawi Todi. On ne vient pas faire l'implémentation complète parce que, comme vous avez dit, ces outils, ça prend beaucoup de temps, mais nonobstant, on peut faire le split. Il y en a peut-être des puristes qui vont dire, ah bon, pour s'assurer que vous ne manquez potentiellement des questions critiques et en considération, il faut faire l'implémentation totale de l'utile. Mais si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire l'implémentation en tout de cet utile, alors bon, allez voir les experts, en particulier ceux qui sont des grands experts dans le champ de nutrition et sécurité alimentaire, et peut-être ils pourront faire l'adaptation de ces outils, de vous donnant les idées générales. On a eu l'expérience de genre avec l'outil de Cody. On a utilisé les questions clés de Cody, mais on vient de l'adapter pour la sensibilité des enfants, ce que ne faisait pas par cet utile, mais on a utilisé les principes et les questions clés. On vient de le faire l'appliquer, on a eu bien des résultats. Alors, les choses clés, c'est de s'assurer que vous parlez avec quelqu'un qui faisait part de l'équipe qui a fait le dessin principal, qui sache bien les questions de sécurité alimentaire, la malnutrition, dans ce sens-là. Merci, Luc. Je vois Véronique. Véronique, vous voudriez répondre aussi? Oui, je voudrais aussi dire, parce que vraiment, c'est une question qu'on obtient beaucoup
qu'on a beaucoup de la part des gens qui vont commencer l'application. Les recommandations clés de ma part, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur des outils qui semblent d'être très complexes. Vraiment. Les outils, ils sont là, génériques, hein. Ils sont bien compréhensifs, mais ils peuvent être appliqués dans tous les contextes, dans tous les pays, partout dans tous les continents. Et alors, en ce qui concerne l'application spécifique pour votre pays, c'est nécessaire de faire l'adaptation. Aussi bien en faisant en ligne avec les objections, les objectifs, ce que vous voudriez faire comme l'analyse, et aussi les lignes directrices des temps et des ressources, des expertises que vous pourriez obtenir pour cela. Et comme Luc vient de dire correctement, c'est une bonne question. Bon, il faut s'asseoir, regarder et voir ce qui sera utile pour vous. Ça doit vous supporter dans votre travail analytique. Et puis, soyez pragmatique aussi. Ne dépensez pas trop de temps pour essayer de comprendre ou obtenir le dernier pièce par de l'information. Un tiers des questions, elles sont déjà répondues. Si c'est ça, alors c'est un bon point de départ. Vous aurez beaucoup de données dans votre pays. Puis, certains pays, ils n'ont pas des records administratifs, d'autres, ils ont. Certains pays, ils n'auront pas trop de l'information, des autres, ils auront beaucoup de l'information. C'est aussi difficile. Et c'est important de les encourager d'améliorer le processus de collection des données et gestion des données aussi. Alors, je pense que les idées clés, c'est d'être pragmatique, aussi bien pour s'assurer que vous n'êtes pas le servant de l'utile, mais c'est l'utile qui vous sert pour les raisons que vous voudriez avoir en appliquant cet outil. Super, merci. Merci, Véronica. Des mots très intéressants. Je vois Hamid et Ahmed aussi qui voudront répondre d'une manière vite. Alors, après, d'autres questions. Farid? Oui. Je peux seulement dire pour Véronica que, juste pour faire une petite addition, définitivement, il ne faut pas sous-estimer le résultat des processus de coopération des personnes, des parties prenantes. Et cet processus, ça peut changer des choses aussi par lui-même. Alors, c'est pas le procès, on pourra avoir d'autres effets qui émanent de ce processus. Soyez pragmatique, voyez, comme Véronique vient de dire, bon, voyez ce que vous voudriez obtenir. Ahmed? Oui, très bien. Potentiellement, quand on diminue les questions, on peut toujours faire les recherches secondaires en avant. On a déjà beaucoup de documents qui pourront vous donner l'idée, disons, de possibilités de faire la réduction de ces programmes que vous voudriez faire la session. On peut faire d'autres sessions, des études qui sont déjà faites dans cet domaine, qui sont déjà disponibles. Alors, je dirais qu'il faut toujours dire que, encore une fois, que les collections secondaires des données, c'est très important. Et comme je viens de mentionner déjà, alors, quand on a les discussions des preneurs, des personnes importantes, alors ça peut déjà amener à beaucoup de résultats. Super, super Ahmed. Pour des exemples très concrets de comment on peut utiliser cette application. Autre question. Je pense qu'on a eu quelques questions ici dans la boîte à clavardage. J'espère que Patrick, ça vient de répondre à votre question. La question de Nolan Nestor. Comment est-ce que la population vulnérable, par exemple le Cameroun, qui a le Covid et la guerre, comment est-ce que la nutrition peut joindre les gens? Alors, c'est les critères de du ciblage. Comment les joindre? Comment le faire inclusif? Et comment dirais-je aussi de faire l'impact pour la sécurité alimentaire pour ces types de populations, le ciblage. Je voudrais suggérer les exemples de LMS en faisant la réponse de cette question. Qui est-ce qui voudra répondre à celle-là? Peut-être Ahmed, pourriez-vous?
ça fait part de présentation que vous venez de donner, je pense. Pardon? Qu'est-ce que vous pourriez répéter la question? Oui, la question de Nolar Nestor. Comment est-ce qu'on peut faire joindre la population qui ont des problèmes de sécurité alimentaire? Comment est-ce qu'on pourra y donner des produits alimentaires? Par exemple, le Cameroun qui souffre de guerre, de Covid-19. Comment est-ce qu'on pourra assister les pays de faire ce que, bien, quand leur population n'ont pas l'accès pour les produits alimentaires, parce qu'il y en a le Covid et il y en a aussi la guerre. Ah oui, oui, je comprends. C'est une bonne question. Une grande question. Très grand. Ce que je pourrais dire, la plupart des programmes de protection sociale, elles vont faire la session diront, par exemple, compte tenu les 3 pays pilotes, euh, ils vont toujours voir comment joindre la population à accès, avec les gens comptants, d'autres. Euh, Comment est-ce que ces utiles peut faire beaucoup plus fort l'application? Alors, on sait par exemple qu'avec Covid-19, qui vient d'am- de faire introduction à d'autres nouveaux groupes qui sont devenus qui ont devenu même plus pauvres, avec moins de médication dans des pays qui étaient auparavant. D'autres implications de certains de ces groupes, et pratiquement, on peut joindre ces groupes et voir comment joindre ces groupes. Bon, c'est une réponse très courte à une question très grande. Oui, l'identification des groupes, c'est un des modes de les joindre, faire identifier ces groupes. Merci, Ahmed. D'autres qui voudraient répondre à cette question? Andrea? Oui, juste très vite. Je pense que c'est important toujours s'en souvenir que la nutrition et la sécurité alimentaire, c'est pas toujours de comment joindre avec les produits alimentaires. Il y en a d'autres choses, d'autres interventions qui peuvent toujours assister, l'assister avec la sécurité et la nutrition. C'est pas seulement de distribuer la nourriture, mais le point important qu'il faut comprendre très bien et qu'on voit dans le document de Hassan, qu'est-ce qu'on m'a dit quand on parle de sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, qu'est-ce qu'on sous-entend sous cela et comment elles sont différentes, où est-ce qu'ils sont les mêmes. Et de notre point de vue, parfois, on parle des produits alimentaires d'y arriver, mais parfois, c'est faire l'accès pour ceux que, pour les produits alimentaires qui sont déjà disponibles au sein de la communauté. Aussi, une autre contribution très grande, et bon, je dirais que c'est très important, un peu nouvelle aussi, comme l'utile qui est déjà là. On n'a pas parlé trop de détails de qu'est-ce qu'on parle quand on parle des produits alimentaires nutritionnels pour certains niveaux de population. Alors, pour laisser comprendre de quoi on parle quand on parle des produits alimentaires de haute nutrition. Merci. Merci. Merci, Andrea. Alors, je pense qu'on a du temps pour d'autres questions. Alors, nous avons une question de Lega du Paraguay. Elle demande au pays comment est-ce que ces pays ont su mettre en œuvre le plan d'amélioration qui résulte de l'application de l'outil. Alors, cela va à l'endroit de n'importe quel pays, Cambodge, Paraguay, Palestine. Alors, est-ce que vous utilisez toujours le plan de mise en œuvre comme un mécanisme de suivi pour l'amélioration des programmes de protection sociale pour la sécurité alimentaire et la nutrition? Rebecca ou Hassan? Ou encore Fadi, est-ce que vous souhaitez apporter une réponse à cette question? Oui, Maya, je peux continuer. Donc, comme je vous avais commenté, le plan d'amélioration
au niveau qui est proposé par l'utile. Donc, comme nous l'appliquons en ce moment, ces deux aspects centraux qui nous avons utilisés, c'est par rapport à la conception, c'est un processus pour améliorer le programme et avec les indicateurs qui sont identifiés dans l'utile, qui ont un lien direct avec la nutrition et la sécurité alimentaire et les capacités, c'est central. Et pour la dernière question, l'utile, s'il existe des facilitants dans le territoire, c'est de donner plus de potentiel aux familles en général, s'ils peuvent le faire, pour aussi mieux utiliser ces aliments qu'ils ont. Et ça, c'était dans le plan d'amélioration au niveau du programme. Et au moins, nous faisons un effort pour multiplier les formations des gens qui sont sur le champ pour améliorer au niveau de l'utile, mais aussi de conception, mais la logique qui est derrière pour donner un soutien aux familles qui sont dans une situation délicate. Merci beaucoup. Hassan? Merci, Maya. En ce qui concerne votre question, je dirais que en ce qui concerne la recommandation de cet outil, cela nous a permis d'améliorer le budget, de modifier le budget dont nous disposions. Donc maintenant, nous avons une ligne pour le développement social. Et cette ligne permet de toucher les petites affaires pour les groupes vulnérables, les petites entreprises, les ménages dans les zones rurales. Alors, c'est l'avantage principal, c'est l'avantage majeur qui a été reflété au niveau du gouvernement par le budget. Comme vous le savez bien, nous avons 40 pays donateurs dans le but justement de cibler ces personnes et d'améliorer la résilience des groupes vulnérables dans le contexte justement de la création d'entreprises, du moins pour les moyens de subsistance pour les ménages, au lieu de fournir par exemple une assistance à nourriture. Le plus important ici, c'est que maintenant, nous avons une ligne budgétaire au niveau du gouvernement qui cible la protection sociale, le développement pour les groupes vulnérables. Merci. Merci infiniment. Je vois qu'Alejandro va également nous aider à répondre à cette question. Je crains qu'on ne puisse ouvrir un autre tour de questions parce qu'il faudrait que l'on clôture la réunion avant 15h30 à Rome. Déjà, merci infiniment pour vos questions et vos contributions, pour vos éléments de réponse. Merci pour ces réponses qui étaient excellentes. Et bien sûr, merci pour ce travail gigantesque que vous avez abattu lors de l'élaboration de cet outil. Merci également pour cette plateforme qui a été mise à disposition. Merci également pour le lancement de cet outil. Là, on va s'assurer que vous ayez les différentes présentations. Nous recevons encore vos questions en ligne. Et je vais inviter Patricia. C'est Patricia qui est responsable de la nutrition et des systèmes alimentaires à la FAO. Nous avons plusieurs partenaires en dehors et à l'intérieur de la FAO. On l'a précisé en tout début.
Et bien sûr, nous avons la division de la nutrition, qui est devenue maintenant la division sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Donc, je passe la parole à Patricia pour les remarques de fin. Merci infiniment, Maya, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour le lancement de l'outil des initiatives d'évaluation d'interagences de protection sociale. Et je vais donc conclure cet événement intéressant et très interactif. Les discussions techniques dirigées par les collègues de la FAO et complétées par plusieurs partenaires ont été très intéressantes. Les interventions des professionnels représentant les 3 pays pilotes ont été très utiles pour la compréhension des contributions de l'outil dans les efforts de ce que la protection sociale puisse répondre aux besoins des populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire. Nous avons également compris qu'il y a des opportunités pour améliorer cet outil. L'ESPA est un outil, comme on l'entend bien, qui permet de renforcer la protection sociale et comment est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition. J'étais très heureuse de savoir que les discussions d'aujourd'hui ont insisté sur ce lien important entre la sécurité alimentaire et la nutrition. D'après des études récentes sur l'état, sur le rapport de la sécurité alimentaire dans le monde, nous avons près de 30 millions de personnes qui sont à risque et plusieurs personnes n'ont pas accès à l'alimentation en 2020. Il s'agit là d'une personne sur 3. Alors, sur un plan de vue nutritif, la protection sociale joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès à des aliments de santé pour les différentes provisions, l'accès à la connaissance pour les ménages vulnérables et aux individus vulnérables. Maintenant que cet outil a été élaboré de façon avec succès et qu'il a été lancé, on pourrait donc maintenant penser à la manière dont on pourrait améliorer sa qualité et sa mise en œuvre. Et cet événement a déjà généré l'idée de le faire. Alors, je pense que nous pouvons aller sur les 3 points suivants. Premièrement, le plaidoyer, lutter pour l'utilisation de cet outil comme moyen pour établir des synergies entre et dans les secteurs pour le renforcement des mécanismes gouvernementaux, les cadres de réglementation et les politiques. Dans le cadre du contexte du Forum des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, il faudrait prévoir une approche qui va permettre d'assurer un meilleur aliment entre la protection sociale, l'agriculture et le secteur de la santé. Cela va également permettre de suivre les engagements qui ont été faits lors de la deuxième conférence internationale sur la nutrition et d'assurer que la nutrition, la protection sociale demeure pertinente dans l'agenda de développement. Deuxièmement, nous avons vraiment besoin de répondre aux besoins et aux préoccupations des communautés vulnérables, qu'elles soient touchées par la malnutrition, la pauvreté, la marginalisation sociale, les disparités de genre ou les chocs climatiques. Ceci représente un défi majeur dans les objectifs de développement. Alors, l'ISPA est un outil essentiel pour les populations vulnérables. Il permettra de soutenir la mise en œuvre effective de la protection sociale. 3, et enfin, et dernier objectif, nous avons compris qu'il est important de continuer à établir des partenariats et d'encourager le partage de connaissances, notamment à travers la coopération Sud-Sud,
entre les membres et les partenaires au développement. Et bien sûr, c'est encore une force de cet outil qui a pu rassembler à la même table les gouvernements, les agences des Nations Unies, les organisations nationales et les ONG. Et il faudrait que l'on continue dans cette lancée. Alors, je voudrais remercier l'Organisation pour la protection sociale pour l'organisation de cet événement, ainsi que toutes les équipes responsables de la réussite de cet événement. Alors, je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et j'espère que cette collaboration avec les partenaires ici présents va permettre de faire évoluer la question de la protection sociale et de la nutrition. Merci infiniment de votre aimable attention. Merci, Patricia, pour vos propos de clôture qui nous donnent justement une vue pour la suite, pour la mise en œuvre de cet outil. À présent, je passe la parole à Alejandro pour d'autres remarques. Et je vous remercie tous pour votre participation à cette table ronde. Merci. Merci infiniment, Maya, et à tous les participants. Juste, je vais relever 2 éléments rapidement. Je voudrais juste dire que les problèmes sociaux ne sont pas seulement des problèmes de santé. On a parlé de la bonne nutrition qui dépend d'un ensemble de facteurs, l'un d'eux étant l'intégrité alimentaire, l'accès aux services, à l'eau potable et cela dépend également des habitudes, des pratiques en matière d'alimentation. Il y a beaucoup de preuves qui démontrent que les programmes de protection sociale ont besoin d'améliorer la sécurité alimentaire, d'améliorer la consommation alimentaire, de créer la diversité. Mais nous avons d'autres étapes qui sont nécessaires pour parvenir à cela. Il faudrait qu'on accorde une attention à un certain nombre de choses. Donc, cet outil devrait aider dans ce sens. La deuxième chose porte sur le surpoids et l'obésité. Une question a été posée par une personne dans l'audience qui parlait justement du double poids de la malnutrition. En réalité, il faudrait que nous essayions d'y penser, de nous y pencher, parce qu'en réalité, il y a des preuves qui montrent que des programmes tels que le Cash Trans aident à soulever certains problèmes tels que l'obésité. Mais dans certaines régions, la situation est pire.